Quand tu sors du 91, les gens de l'extérieur te disent « Ah là-bas, vas-y, ils font tous les quinries ou c'est tous des quinries et tout ». Sans se côtoyer, on avait en commun le fait d'être à fond dans la manière de s'habiller et même dans la manière d'écouter du rap, d'être à fond dans ce qui se passait aux États-Unis et tout ça. Parce que tu n'as pas de travail, donc tu ne sais pas pourquoi tu vas te lever. Tu n'as pas d'école, donc tu n'as pas besoin de te lever. Tout ça, toutes ces minutes-là de perdu, quand on est jeune, on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, pour les rattraper, ça va être la guerre. Comment tu vas? Comment ça va, Frangin? La forme? Très bien, je vais très bien, grâce à Dieu. C'est vrai que communément, on parle dans un groupe qu'on a en commun, le CDG. Eh ouais. Est-ce qu'on leur dit ce que ça veut dire? Bah, vas-y, dis-leur. Ah, c'est le clan des grands. Des grands frères. Des grands. En toute humilité. Hein. On n'est que des anciens, c'est pour ça qu'on s'appelait comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que des fois, nous, sur les réseaux, on nous a appelé la maison de retraite. Donc, on a fait une maison de retraite dans un groupe WhatsApp. Bienvenue dans Les Étoiles du Berger. Merci pour l'accueil. Vraiment, merci beaucoup à vous de me recevoir. Le concept, je reçois un invité, je prends un élément de sa carrière qui va me servir de fil conducteur, de toile de fond, de fil rouge. Et pour toi, j'avoue que j'ai eu du mal. Aïe. Parce que j'ai hésité entre trois choses. J'ai hésité entre Les Anges pleurent. Et La Rue chante. Et La Rue chante. Parce que c'est vrai que dans les années 2000, avec mes frérots de Villepinte sur Zik, on regardait beaucoup ce clip. On prend des claques, on se braque, le stylo barre, tout ça c'est pour sa gloire. Je passe du bon temps, tous les manques je comprends. Donc j'ai hésité entre ce clip, Dégaine ton style forcément, et le documentaire Clash et l'ennui. Yes. J'ai choisi Clash et l'ennui. J'assume les trois avec grand plaisir, mais c'est vrai que Clash et l'ennui, il tient une part particulière dans ma vie. Ouais. Mais grosse dédicace à toute ton équipe. Merci. Big up à eux tous. Parce que Les Anges pleurent, La Rue chante. Ultimatum, Los Monzas, 9-1, big up à tous. Et moi, c'était RE2E, c'est ça? R2E. 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 Ça, c'était mon gars. C'est lui que je préférais. Il y avait R2E, PKR, Grodage, Templar, DJ Mist. Et toute l'équipe Enfants des Îles, Bobby's, Carlogan, Diru, tout ça. Grosse force. Grosse équipe, ouais. C'est frangin. Du coup, j'ai choisi Clash et l'ennui. Ok. Est-ce que rapidement, tu peux m'expliquer la démarche de ce docu dans un premier temps? Clash et l'ennui, c'est un documentaire qui est sorti en 2020 maintenant. Tout le monde te dira que pour s'y rendre ou en sortir, c'est galère. La ville n'a pas de gare. Pour y aller, il faut prendre le RERB jusqu'à la ville d'Orsay, puis un bus. Pour rejoindre le centre-ville, le bus traverse les quartiers pavillonnaires de Buret-d'Orsay, puis des Bois, jusqu'à ce que surgissent les tours des Ulysses. Qu'on a réalisé avec Yveline Ruaud, qui était une journaliste, en fait, et aujourd'hui, que je salue d'ailleurs, aujourd'hui qui travaille pour un gros label indépendant français. Elle s'en sort toujours très bien, Yveline, big up à elle. Et si tu veux, en fait, on reviendra sur la genèse de Dégaine ton style, mais je vais commencer par la fin. C'est-à-dire que moi, après Dégaine ton style 3, les retours étaient excellents et tout, mais j'ai senti que humainement ça se dégradait entre pas mal de personnes avec qui j'avais pu grandir, que tout le monde n'était pas forcément content du succès, plus que d'estime qu'avait Dégaine ton style et tout. Pendant un moment, je voulais plus trop entendre parler de Dégaine ton style et tout ça, pour être très honnête avec toi. Pendant un moment, ouais, je voulais plus en entendre parler parce que j'avais l'impression que c'était pas un cadeau empoisonné, mais c'était quelque chose que tout le monde s'accaparait à sa manière, en enlevant l'essence, la substance qui était collective et tout ça. Donc, c'était devenu un peu moi-je, tu vois. Quand je prends le Mac, mec, c'est vrai que t'as du mal à redémarrer. Tu me fais marrer de pleurer, va rapper dans les rues du Marais. Et une quinzaine d'années plus tard, un jour, je suis sur Paris et tout, et je reçois un coup de fil d'une jeune fille accompagnée d'un jeune homme. Ils m'appellent, ils me disent « Oui, allô, vous êtes bien fixe et tout ?» Je dis « Ouais, c'est moi, mais comment vous avez eu mon numéro ?» « Oui, on a eu votre numéro parce qu'en fait, on est en train de préparer
un petit papier, on a un petit journal et on est en train de préparer un petit papier sur Dégaine ton style parce que vraiment, c'est quelque chose qui a marqué les gens encore 15 ans après et tout. Et moi, j'ai dit franchement, la vérité... Là, attends, parce que là, tu dis ça avec humilité. Dégaine ton style, c'est une folie. Parce que toi, tu es du 91, moi, je suis de l'autre côté du 93. Et c'est l'époque des DVD. Les jeunes, bon, hein, excusez-nous, c'est l'époque des DVD. Et c'est vrai que ça se passait... Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné vraiment grâce à Dieu. Parce qu'il y avait beaucoup de talent, parce qu'on avait aussi mis les ingrédients pour. Alors qu'à la base, nous, on ne savait pas que ça allait prendre cette ampleur-là, tu vois. Et donc, Yveline, elle m'en parle 15 ans plus tard. Je ne la connaissais pas, elle a eu mon numéro de téléphone. Donc, au début, je suis méfiant. En bon gars du 91, tu vois. Je me disais, qui ça, comment t'as eu mon numéro, c'est quoi le délire et tout. Et en fait, non, j'ai été rassuré parce qu'elle m'a expliqué ce que représentait déjà Dégaine ton style pour elle. Et elle m'a dit, mais là, on aimerait à la fois parler de Dégaine ton style. Et elle me dit, mais j'ai eu l'occasion d'aller aux Ulysses. Et c'est une ville que je trouve particulière. Et du coup, on aimerait aussi expliquer l'angle social de la ville des Ulysses à travers Dégaine ton style. Là, tu as dit le mot magique, social. Je dis OK. Et donc, au début, c'était des petites interviews pour un webzine, en fait. Et en 5 minutes, dans ma tête, il y a plein de choses qui sont relevées, tu vois. Je me suis dit, écoute, t'as eu un tel en interview, ouais. Ah, il a accepté de faire l'interview, et un tel aussi, OK. Je lui ai dit, te prends pas la tête. Moi, j'ai des images d'archives, j'ai des trucs. Okay. Et si on part sur l'angle social, je suis ton homme. Là, on fait ça et tout, et on part sur un vrai travail de documentaire et tout. Et c'est comme ça qu'on est passé 15 ans après, qu'on a pu réaliser Clasher l'ennui. Mais c'est lourd ce que tu dis, parce que du coup, ça s'est fait par hasard, en vrai. Parce que c'était pas ça l'initiative première. L'initiative première, c'était une simple interview. Mais quand elle m'a dit, ouais, Fix, t'es chaud et tout, parce qu'en fait, là où elle a été très, très maligne, c'est qu'elle me l'a fait à l'envers, dans le sens où elle avait déjà interviewé d'autres personnes, en leur disant, ça va parler de Dégaine ton style et tout ça. Et forcément, elle avait interviewé des poids lourds de Dégaine ton style, qui lui avaient dit, écoute, nous, si c'est pour un webzine, un petit truc comme ça, vas-y, on le fait. Et quand elle est venue me voir, et j'ai dit, mais t'as eu un tel? Elle m'a dit, ouais, j'ai une interview d'un tel. Et lui, il est venu aussi et tout. J'ai dit, ben vas-y, on part sur un documentaire. Parce que personne ne serait assez ingrat pour ne pas reconnaître l'impact que Dégaine ton style a pu avoir dans sa carrière. Et donc, ça s'est fait comme ça. On a rassemblé les images d'archives et tout. Elle a écrit un petit synopsis, on va dire, et tout. Et donc, elle a fait une première partie de réalisation. Moi, je l'ai aidé à co-réaliser. Puis moi, je l'ai produit parce que je voulais que ça reste indépendant et que ça reste authentique. Et à partir de là, ça a été une aventure presque aussi folle que Dégaine ton style, le battle, quoi. Question qui me vient là comme ça, à ton avis, parce que moi j'ai une réflexion à ce sujet-là, c'est que j'ai l'impression que dans notre culture, soit rap, hip-hop, il n'y a pas assez de documentaires. C'est vrai qu'il y a une période, soit notre période des années 2000, il y avait beaucoup de DVD qui parlaient de beaucoup de choses concernant notre culture, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce qu'aujourd'hui, avec TikTok, avec Instagram et tout, avec les Reels, avec les effets des stories et tout ça, je pense qu'on a perdu pas mal de temps d'écoute, de qualité, tu vois, le temps d'attention. Le temps d'attention, tu vois, il y a beaucoup de gens, maintenant ils consomment du rapide, tu vois. Et c'est vrai que c'est presque devenu un acte intellectuel et militant de regarder un documentaire en entier. Mais pour nous, il était hors de question de hacher l'histoire de Dégaine ton style et en plus l'histoire des Ulysses, qui en vrai devient l'histoire de beaucoup de banlieues et à travers ça, même l'histoire des villes nouvelles, parce que c'est aussi une autre particularité, tu vois. Et donc, on ne pouvait pas découper 60 minutes en 60 images d'une minute, tu vois. Donc, nous, on a pris le risque de partir sur un truc long format, parce qu'on croit encore à l'intelligence des gens, on ne prend pas les gens pour des abrutis. Et Dieu est toujours de notre côté. Ça a bien fonctionné, ouais. Ça a très bien fonctionné. La violence était le top 1 de nos activités. Ça, c'est une phrase de Grodach. Ouais. J'ai retenu cette phrase. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? C'est la banlieue des années 80-90. C'est pour ça aussi que le documentaire s'appelle Clasher l'ennui, parce que l'ennui, c'est le pire ennemi du jeune de quartier. Homme, femme, tout ce que tu veux, il n'y a pas pire que quand tu n'as rien à faire, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Et à ce moment-là, tu commences à te créer tes propres activités et tout. Et il suffit qu'un de tes copains ait croisé un mec d'un autre quartier, que l'autre il l'ait dépouillé, ou il lui a pris sa casquette, ou je ne sais quoi. Après, ça touche à l'honneur
et à la dignité des gens que tu es censé représenter. Ouais, et je crois que chez vous, il y avait une espèce de guerre entre le haut et le bas des Ulysse. Il y a eu pas mal de problèmes. Et comme les Ulysses, en fait, les Ulysses, comme j'ai toujours dit, faut pas le voir comme une ville, je pense. En tout cas, dans les années 80-90, il fallait plus le voir comme une cité. Tu vois, il y avait pas de centre-ville, il n'y a pas de gare. Donc déjà, pour avoir ton repère géographique et physique, c'est un peu compliqué, tu vois. Il y a des passerelles à gauche, à droite, de partout et tout, et les quartiers sont sur des dalles. Donc ça crée une autre dynamique de vivre de l'habitat, tu vois, de vivre son habitat collectif et tout ça. Et c'est vrai que pour peu que tu ailles au collège des Amants, donc maintenant qui s'appelle le collège Aimé Césaire, mais une fois que tu étais au collège des Amants et pour d'autres au collège Mondétour, bah déjà, ça fait des années où vous n'allez pas vous connaître, les gamins des deux endroits et tout. Après, il y avait le club de foot qui pouvait réunir, parce qu'on avait un club de foot et un seul lycée. Donc, les gens, c'est ce qui, je pense, a créé une petite soupape pour qu'il n'y ait pas de l'ultra-violence comme pouvait y en avoir dans d'autres banlieues où il y a une cité tous les 20 km et du coup, les gens ne se connaissent pas. Mais du coup, est-ce que c'est pas trop tard ? Parce que c'est vrai que je sais que toi, tu travailles aussi auprès des jeunes. Bien sûr. Tu fais des interventions, moi aussi. Souvent, on parle de prévention. Ouais. Je pense que la prévention doit se faire le plus rapidement possible. Bien sûr. Là, tu me dis que les jeunes du haut et du bas, en fait, se côtoient à partir du lycée. Est-ce que c'est pas trop tard ? C'est déjà tard. C'est déjà tard parce que tu te fais des a priori sur certaines personnes. Parce que quand tu as 14, 15, 16 ans, tu regardes comment les autres équipes elles s'habillent, comment elles se comportent et tout, et tu crées des réputations. Il y en a, c'est parce que il est très bon au foot, ou c'est un bagarreur, ou il est bon à l'école et tout. Tu crées des réputations. Et ça peut créer aussi des antagonismes de l'autre côté, en disant ouais, mais lui, pourquoi il fait le mec là, ça y est, il sait jouer au foot, il croit qu'il est. Tu vois, ça crée des trucs comme ça. Et en vrai, c'est plein de préjugés. Malheureusement, il y a des histoires qui ont été très très loin. Et c'est ces histoires-là qui ont acté du fait qu'on peut se dire que entre tel et tel endroit, les gens ne se côtoient pas. Mais en vrai, il y a plein de gens d'en haut et d'en bas qui se connaissaient, même qui traînent ensemble. Mais on va pas se mentir, parfois c'était mal vu. Tu pouvais être là dans un quartier, par exemple chez nous, vers les Amants et tout. Tu traînais un peu avec un mec de Chantraine. Ah, on allait dire, ouais, frérot, arrête de ramener les mecs de Chantraine ici. Et de l'autre côté, c'était un peu pareil, tu vois. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il y avait le hip-hop. Et il se trouve qu'aux Ulysses, comme je le dis et je le répète souvent, très tôt, nous, on a eu la télé câblée. Ouais. Tu vois, dans le report intégré avec pas mal de logements, avec la télé câblée. Et aussi, je me rappelle que cette même télé câblée, quand tu faisais ta file d'attente à la poste, parce que beaucoup de nos parents et tout, ils avaient des comptes à la poste et tout, bah, t'avais un écran. Et donc, en écran, c'était souvent Télé Essonne, par exemple. Tu vois, ça aussi, c'est un autre élément important. C'est que déjà, très, très tôt, tu as un endroit dans lequel tu peux te voir et te reconnaître. Tu vois, c'est pas donné à toutes les banlieues de l'époque, tu vois. Et donc, bah, ça crée des réputations, ça crée du fantasme aussi sur « Ah ouais, un tel, j'ai vu à Télé Essonne. Apparemment, il est chaud en boxe. Moi, je veux le défier, je veux le tester. Les mecs d'en bas, apparemment, ils sont chauds au foot. Ouais, mais les mecs d'en haut, ils sont chauds au basket et tout. » Et ça crée plein de trucs comme ça. Et le fait aussi d'avoir la télé câblée, bah, ça nous donnait l'heure directe des États-Unis en termes de rap. Parce qu'aux Ulysses, c'est une ville où les gens, ils aimaient à mort le rap français. Mais tu avais quand même un truc où c'était le rap quinri qui dominait. Pour notre génération. Sinon, comme dans d'autres banlieues, les anciens, ils écoutaient du Renaud, du Balavoine, beaucoup de Marvin Gaye, Otis Redding et tout ça. Hein. Je suis pas en train de te dire qu'on a créé une planète. Mais quand j'allais chez d'autres cousins dans d'autres banlieues, c'est vrai que je sentais que c'était des banlieues un peu à l'ancienne. Ouais, mais vous, le 91, c'est moi qui étais dans le 93. Moi, pour moi, je vous voyais percher, moi. Ouais. Je disais, ceux du 91, ils se prennent pour des Américains. Tu vois, nous, c'est l'image qu'on avait de vous, les frères du 91. Bah ouais, c'est ce que beaucoup de gens disaient du 9-1. Et ça aurait pu être un handicap, mais nous, on en a fait une force, tu vois. Donc, ça a créé notre singularité quelque part, tu vois. Même si je le répète et je le revendique, on était jeunes. Bien sûr. Et je pense aussi qu'il y avait un phénomène d'identification, parce que dans les quartiers du 91, il y a aussi beaucoup de familles noires. Et donc, nous, déjà, direct, du coup, bah, dans nos têtes, vas-y, on voyait Menace to Society ou Boys in the Hood et tout. On était dans cette dynamique-là. Tu vois, par exemple, moi, le film Scarface, je l'ai vu, j'avais plus de 20 ans. Tu vois ? Alors que dans d'autres banlieues, c'était un film de chevet. C'est un truc que tu étais obligé de voir presque en CM2 ou en 6e. Moi, c'est des choses que ça m'a pas parlé au début, tu vois, les films comme ça. Par contre, Menace to Society, Boys in the Hood, New Jack City, tous ces trucs-là, par effet, je pense, d'identification, tout de suite, ça m'a parlé. Mais on peut pas parler de cette identification sans raconter
qu'elle s'inscrivait aussi dans un schéma qui était, pour nous, les darons représentaient un peu la vieille école. Tu vois, ils venaient, ils écoutaient que la musique du bled, ou souvent la musique du bled et tout, machin. Et pour nous, il fallait qu'on crée notre environnement. Et notre environnement, c'était quoi? C'est quand le hip-hop, il arrivait grâce aux grands, grâce aux MC, les NTM, les IAM, Timide sans complexe, tous ces grands-là qu'on voyait dans Rapline et tout. En fait, ils ont amené une culture qui venait des États-Unis, mais eux, ils n'étaient pas à 3000% en train de pomper les Américains. Ils ont aussi, à l'intérieur de cette culture, créé leur truc sur lequel nous, jeunes banlieusards, on pouvait s'accrocher, tu vois, comme MC Solar et tout ça, tu vois. Donc, tout cet environnement-là était propice à ce qu'un jour, on puisse créer nos propres événements et créer nos propres langages aussi, parce que le 91 aussi, c'était connu aussi par beaucoup de mots qui venaient du 91 et tout ça, d'une manière de parler, tout ça. Et donc, ouais, c'était... Moi, je te dis, les premières paires de Clarks, les premières Timberland et tout, je les ai pas vues à Châtelet. Hein. C'était déjà les grands... Une génération au-dessus de moi, aux Ulysse. Mais déjà, c'était comme ça, mon ref. Tu vois, tu parles du 91. Et le 95 aussi, il y avait des similitudes quand même. Mais tu vois, on va rester sur du coup le 91. En fait, le 91, ça a une particularité, je trouve, c'est qu'il y a plusieurs 91. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a le vôtre. Exactement. Un peu excentré. Excentré, ouais. T'as celui qui est proche de Paname, un peu Massy. Exactement. Et t'as le triangle. Triangle des Bermudes. Des Bermudes. Evry Green Corbeil aussi. C'est quoi les particularités? C'est une bonne question parce qu'en vrai, quand tu sors du 91, les gens de l'extérieur te disent « Ah, là-bas, en tout cas pour notre époque, ouais, vas-y, ils font tous les quinries ou c'est tous des quinries et tout. » Donc, sans se côtoyer, on avait en commun le fait d'être à fond dans la manière de s'habiller et même dans la manière d'écouter du rap, d'être à fond dans ce qui se passait aux États-Unis et tout ça. Après, à l'intérieur du 91, bah déjà, Evry, Green, Corbeil, c'est des villes limitrophes avec les 3 plus gros ensembles du département. Donc, ça va créer de l'animosité ou de l'amitié, mais en tout cas, ça va créer une proximité entre ces 3 villes-là. Donc, eux, ils ont créé leur état d'esprit. Nous, les Ulysses, coupés du monde, on était dans notre coin. Mais, incroyablement, on se comprenait avec le triangle des Bermudes et tout ça. Massy, c'est un peu... En fait, si tu veux, Massy, c'était un 9-1, mais qui avait un peu une ambiance 9-2. Ouais. Et paradoxalement, les Bâconnais, qui étaient collés à Massy, c'était un 9-2 qui avait une ambiance un peu 9-1. Donc, nous, on avait beaucoup de frères aux Bâconnais, on s'entendait bien avec les frères des Bâconnais et tout ça. Et ils venaient souvent aux Ulysses, et nous, on allait souvent là-bas et tout. Et du coup, ça créait un truc où bah, tu avais le triangle des Bermudes qui avait... En plus, c'est sur la même ligne. C'est sur la même ligne. Voilà, ouais. Donc tu vas dans le lycée, vous allez à peu près dans les mêmes lycées. Souvent, les familles, y a eu des mariages entre les quartiers et tout ça. Et voilà, ça crée tout un état d'esprit. Après, à l'intérieur du 9-1, oui, c'était... Comme moi, j'ai toujours dit, c'était pas mal de villes nouvelles. Et donc, de populations nouvelles. Et par exemple, nous, les Bantous, on n'en trouvait pas partout en France et pas partout en Ile-de-France. Mais il se trouve que dans le 91, quand moi j'étais enfant, quand ma mère a dit on va chez tonton untel ou chez tantine machin, c'était souvent dans le 9-1. Il y avait aussi du 7-7, mais beaucoup dans le 91. Et donc voilà, on se côtoyait, on appelle la maman d'un tel tantine, le papa d'un tel tonton et tout. Et après, vous grandissez et ça crée un certain état d'esprit. Mais le triangle des Bermudes, ils étaient dans un coin, nous, on était dans notre coin. Et il y avait encore d'autres coins dans le 91, hein. C'est grand. Hein. Est-ce qu'on peut dire que les problématiques qu'il y avait aux Ulysses ou qu'il y a aux Ulysses sont symptomatiques de la politique des grands ensembles amorcés dans les années 50-60? Alors nous, les Ulysses, c'est la dernière ville avec un grand ensemble quasiment qui a été faite. C'était en 1977, quasiment une des dernières, tu vois. Donc il y avait des particularités parce que comme je l'ai toujours dit, c'est né d'un référendum, les Ulysses. Normalement, ça devait être le grand ensemble de la ville d'Orsayville, de Orsayville et Bure-sur-Yvette. Sauf que par référendum, Orsayville et Bure-sur-Yvette, elles n'ont pas voulu de ces populations-là, avec tout ce que ça pouvait entraîner. Parce que c'est des villes qui sont un peu plus huppées. Ouais, c'est des villes beaucoup plus huppées et tout. Sauf que, du coup, ça a fait repenser aussi la manière de voir les grands ensembles. Le Corbusier, pour ceux qui connaissent et tout ça. À partir de ce moment-là, même à l'intérieur des Ulysses, on avait quand même une classe moyenne. Hein. Il y avait des quartiers un peu avec classe moyenne et tout. Et c'est petit à petit que les gens sont un peu partis les classes moyennes ont été un peu remplacées en grande partie par les classes populaires. Ce qui a fait qu'à un moment donné, on était devenu quasiment, je ne sais plus, 27 ou 28 000 habitants et quasiment plus de 20 000 qui vivaient en HLM. Ok. Parce qu'on était une des villes avec le plus haut taux d'HLM
Peut-être d'Île-de-France même. En tout cas, dans le 91, c'est sûr, mais pas mal aussi en Île-de-France, tu vois. C'est hallucinant, là, les chiffres que tu me donnes. C'est la réalité, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait partie aussi assez rapide. Donc, ville née en 77, mais dès le début, on va dire le milieu des années 2000, on a eu les plans de l'ANRU, tu vois. Donc, par exemple, moi, le quartier où j'ai habité, le premier appartement que nous, on habitait aux Ulysses, dans le quartier des Amont, il a fait partie des bâtiments qui ont été détruits, par exemple. Okay. Le bâtiment où mon père il habitait après à la Donnière, la cité de la Donnière, pareil, ça a été détruit et tout ça, tu vois. Donc il y a eu quand même ce truc de se dire, il y a eu quelques erreurs qui ont été reconnues assez rapidement quand même, qui font qu'au bout de 15-20 ans quand même, on a bénéficié de destruction et de démolition. Mais nous, c'est là aussi où on a commencé à rentrer dans le milieu militant, c'est tu peux pas tout miser sur le bâti et pas sur l'humain. Tu vois. Donc à partir de là, détruire c'est bien. Mais après, il y avait des dossiers de relocation. Tu vois, c'est toutes ces choses-là qui ont créé un état d'esprit, qui ont fait que quand on me parle de dégaine ton style, moi, quand je fais clasher l'ennui avec Yveline, je veux qu'on appuie sur ça. Je veux qu'on parle de ça dans le documentaire parce que il fallait absolument qu'on arrive à remettre de l'ordre social, entre guillemets, dans un truc qui peut être vu que comme un clash. Alors que non, c'est pas qu'un clash, dégaine ton style, c'est beaucoup plus que ça. Moi, souvent, j'ai l'habitude de dire que le rap, donc le hip-hop, parce que le rap, c'est une discipline du hip-hop. Bien sûr. Et le social, c'est indissociable. Je suis tout à fait d'accord. Et je peux même voir encore plus large, le divertissement et le social, c'est indispensable. Pour moi, tout est politique. Indissociable, pardon. Indissociable, ouais. Pour moi, tout est politique. C'est-à-dire que moi, c'est ma définition à moi, elle n'appartient qu'à moi. Je me suis toujours dit, peut-être apolitique, mais pas dépolitisé. Tu vois ? On a toujours un œil et une conscience sur ce qui se passe. Et nous, déjà, plus jeunes, on essayait de comprendre. Des fois, on allait à des réunions publiques et tout ça, oui, sur la future destruction du quartier, sur comment on va renommer le collège, Nous, on s'intéressait à tout. Mais comme on était des rappeurs, en tout cas, surtout l'élan, il venait de Péker et moi, comme on était des rappeurs, on voulait nous cantonner à « Ah, ils font ça pour avoir des studios, ils font ça pour pouvoir... » Non. Nous, on avait des réelles difficultés sociales, une réalité sociale qui nous a poussé à nous intéresser à notre environnement. Mais c'est vrai que cette réflexion-là, pour ma part, elle venait déjà du foyer, parce que mon père, c'était quelqu'un qui avait un très grand cerveau. Ma mère nous a donné ce côté artistique, ce côté faites ce que vous avez à faire et allez le plus loin possible. C'est important d'avoir le soutien des parents. Ouais. C'est très, très important, tu vois. Et ça, c'est une chance inouïe, parce qu'on a pu avoir les difficultés qu'on a pu avoir et vivre de la manière telle qu'on a vécu et tout. Mais j'oublierai jamais cet héritage-là, tu vois, de nous avoir permis de délimiter l'horizon, en fait. Tu vois, ça vient de ma mère. Et mon père, c'est vraiment cadre. Tu sais, regarde où tu mets les pieds. Fais un tour. Regarde bien là où tu vas. Sache de qui tu vas t'entourer. Ça vient de mon père. Et comme après, l'histoire de ma vie fait que mes frères, mes sœurs et tout ça, le papa n'était pas tout le temps là, tu gardes ce qu'il t'a dit et tu essaies de l'appliquer au quotidien. Mais après, il y a la réalité de la rue, il y a la réalité de dehors. Donc, certains principes que tu as à la maison, une fois la porte elle est ouverte, tu les perds rapidement parce qu'il y a les tentations, il y a plein de choses comme ça. Bien sûr. Mais il y avait quand même un bagage intellectuel qui me permettait de me dire non. Tu vois, et puis en plus, très tôt, tu tombes sur des Public Enemy, sur des Tupac Shakur, KRS-One et tout. Donc, très tôt, tu dis, il y a des situations que je trouve anormales, il va falloir pouvoir les écrire et les digérer, quoi. Donc, lâcher l'ennui. L'ennui peut être vecteur des plus grandes inspirations comme des plus sombres initiatives. Tout à fait. Est-ce que tu es d'accord Complètement d'accord. Comment tu pourrais... Complètement d'accord. Que ce soit en banlieue, que ce soit à la campagne, que ce soit où tu veux, à partir du moment où le temps ne veut rien dire pour toi, ça devient compliqué. À partir du moment où le matin ne veut rien dire pour toi parce que tu n'as pas de travail, donc tu ne sais pas pourquoi tu vas te lever, tu n'as pas d'école, donc tu n'as pas besoin de te lever, tout ça, toutes ces minutes-là de perdu, quand on est jeune, on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, pour les rattraper, ça va être la guerre. Tu vois ? Et comme on l'avait dit, toi et moi, lors d'une émission qu'on avait fait ensemble à l'époque, il y a ce qu'on appelle le tunnel. Ce tunnel-là, c'est vraiment un concept qui m'est venu un jour. C'est quand on arrive à 12-13 ans et on est parti pour une période qu'on ne sait pas de combien de temps, où on va être la cible de la police, on peut être la cible du quartier d'en face,
On peut être la cible de l'échec scolaire. On peut être la cible des grands qui voient en toi un potentiel pour occuper le terrain. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, à un moment donné, si tu n'es pas pris par une passion ou si à la maison, il n'y a pas quelqu'un pour te cadrer, tu es la cible de tous ces éléments-là. Et l'ennui, c'est quoi? L'ennui, souvent, c'est ne rien dire, mais avancer. Tu dois trouver un moyen d'avancer. Et parfois, vous êtes 5-6 dans un hall et vous n'avez rien à vous dire. Il y en a un qui crache par terre, il y en a un qui boit sa canette, il y en a un qui est en train de se rouler un truc et tout. Et on est tous conscients de ce que chacun traverse. Et puis d'un seul coup, il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui nous parle. Et parfois, la seule personne qui prend l'initiative de parler, c'est pour dire un truc qui va te faire basculer. Combien de fois c'est arrivé? Vous êtes là, vous êtes 5-6, vous êtes posés. Eh, gros, t'as vu un tel? Ouais. Je crois son terrain, il tourne bien. Hein? Ou t'as vu un tel? T'as vu sa voiture? Ouais. Je te promets, gros, c'est vite fait. Un coup de pied de biche et tout, la vérité, c'est du 2 spi. On met un coup, tac, tac, on prend la voiture, on monte sur Paname, on va... Des fois, t'es comme ça. L'ennui, c'est quelque chose de dangereux. Dans un quartier, c'est dangereux. À la campagne, pour avoir eu la chance de montrer que lâcher l'ennui un peu partout en France, voire au-delà, tu te retrouves avec certaines problématiques, c'est la même. Nous, ça va être dans un hall, ou c'était dans un hall et tout. D'autres, c'est devant la place du village, devant la place de l'église, tu vois, devant... Et c'est quoi le truc? C'est vous êtes là, plusieurs personnalités qui devaient vivre votre vie, mais votre vie, elle est vide. Elle est vide d'intérêt parce que vous avez l'impression que personne vous regarde et vous voulez exister. Et tu vois, la force qu'on a mis et l'énergie qu'on a mis, nous, à faire de la musique, aujourd'hui, quand les gens me disent « Ah, Fix, quand même, vous auriez dû percer encore plus et tout et tout. » Je dis « Mais frérot, tu sais, à l'âge que j'ai, je remercie Dieu d'être encore en vie et je remercie Dieu de m'avoir donné des directives que je me suis appliquées, que mes parents m'ont inculquées aussi. Et malgré tout, on est arrivé là. Comme on dit, tu vois, on n'a peut-être pas fait les gros chiffres. On a eu un impact. Et on le ressent quasiment au quotidien. Les gens nous interpellent, que ce soit sur les réseaux ou dans la rue. Et certains nous disent merci pour les travaux. Mais est-ce que pour toi, c'est ça la définition de ta réussite? Pour moi, la définition de ma réussite, et c'est pas de faire un déni. Parce qu'on aurait, comme je l'ai dit récemment, on aurait pu faire mieux, mais on aurait pu finir pire. Et c'est pas tirer les choses vers le bas et regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est être réaliste. La réalité, c'est que moi, à l'âge que j'ai, 40 ans passés, en 20 ans, j'ai perdu combien de frères d'un point de vue physique, combien de sœurs d'un point de vue physique, et j'ai perdu combien de frères d'un point de vue psychologique, combien de sœurs d'un point de vue psychologique. Combien ont lâché l'affaire? Combien ont lâché l'affaire? Tu vois, des fois... moi, je n'avais pas regardé les images d'Egen Toursil pendant un long moment. Okay. Et quand on a fait le montage du documentaire Clash et l'ennui, bah, j'ai revu des images. Sauf que peut-être qu'il faut assumer aussi sa sensibilité, tu vois, ou même son ultra-sensibilité. Quand on fait le montage, moi, je revois les gens dans le public. Les gamins là, que vous voyez dans le public qui ont 13-14 ans, parce que àEgen Toursil, je voulais que tous les plus jeunes soient au premier rang. Parce qu'il y avait, tu vois, beaucoup de mecs qui font 2 mètres, 1m90 et tout. Donc, on avait donné une petite règle. Chacun prend soin de l'autre. Donc, les plus petits au premier rang. S'il y a un malaise et tout, on arrête le battle. On fera, tu vois, machin et tout. Enfin, il y avait tout un espèce de protocole officieux comme ça, tu vois. Mais tout ça pour te dire qu'à un moment donné, quand je regarde les images, à un moment donné, c'était dur. Et Vin, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je fais, mais tu sais, lui, dans la vidéo, il est décédé. Tu vois, lui, il parle tout seul maintenant dans la rue. Tu vois, un tel, lui, il a percé, lui. Tu vois, telle émission, bah, c'est lui, en fait, qui produit cette émission-là. Tu vois, lui, et l'autre, bah, tu vois, lui, il a ouvert son grec. Tu vois, lui, maintenant, il habite plus ici, il est à Dubaï, il est retourné en Afrique, il est... Je suis au courant du parcours de chacun. Il y a beaucoup de réussites. Et puis nous, aux Ulysse, on va pas se plaindre parce qu'en termes de réussite, de gens qui ont pété le score, on en a eu beaucoup. Mais j'ai aussi ce droit et ce devoir de me rappeler que tout le monde n'y est pas arrivé. Et donc, quand je me vois aujourd'hui et tout, je remercie Dieu. Et je prie pour que ça continue. Parce que c'est loin d'être fini. En tout cas, j'espère. Mais je sais aussi par quoi je suis passé. Et je sais aussi par quoi beaucoup de mes proches sont passés. Et la différence, ça se fait à quel niveau, à ton avis? Parce que tu as donné beaucoup d'exemples de personnes qui ont réussi. Mm-hmm. Et l'inverse, en fait, se passe en quelles conditions, à quel moment? À ton avis, qu'est-ce qui conditionne cette réussite et qu'est-ce qui conditionne, du coup, l'échec? Déjà, il faut qu'on arrive à définir ce qu'est la réussite. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux plus jeunes quand on fait nos interventions, c'est que le salaire de Jay-Z
ou le salaire de Mbappé et tout ça, c'est des réussites extraordinaires. D'accord ? Faut que les gens en soient conscients. Tu as plus de chances de réussir ta vie en étant chauffeur de bus ou en montant ta petite boîte et je te le souhaite, tu vois, que ça veut pas dire ne visez pas loin, mais ça veut dire que, attention, ce type de réussite-là, ça reste extraordinaire. On connaît le fameux problème qu'on a avec le projet Mbappé, Oui. où on a beaucoup de parents qui posent plus de problèmes d'ailleurs même que les enfants au même, foot. Donc, il faut être conscient de ça. Et que les parents arrêtent de prendre leurs propres échecs ou ce qu'ils estiment avoir été des échecs et mettre une pression à leurs gamins à un âge où les enfants ils doivent être là que pour s'amuser, tu vois. Donc, pour moi, c'est tout d'abord à la maison. C'est quoi le cadre à la maison ? Est-ce qu'il y a les parents ? Est-ce que tu as les deux parents ? Est-ce qu'il y a un parent défaillant ? Est-ce que tu as les deux parents malgré même les séparations ? Est-ce que la personne avec qui tu ne vis pas fait le boulot pour te récupérer et tout ? Est-ce que tu es valorisé ? C'est ce que nous, on essaie de dire aux plus jeunes quand on intervient, c'est tu es quelqu'un. Tu n'es pas rien. C'est important. C'est important de ouf. La valorisation, l'attention, c'est important. L'attention, tu es quelqu'un. D'abord, t'es grand, t'es petit, tu respires, t'es gros, t'es grosse, t'es maigre, t'es ce que tu veux. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la personne que tu veux être et que tu aimerais devenir. Personne, je pense, n'a envie de devenir la pire des crapules. Mais il ne faut pas verser dans l'angélisme. Il y a des contextes qui favorisent, il y a des environnements. Quand tu grandis dans un quartier où les gens ils ont des difficultés pour manger, des difficultés pour trouver un travail, des difficultés pour donner un sens à leur vie, si tu es entouré que de gens comme ça, forcément tu dis je suis dans la norme, donc pourquoi je vais chercher à évoluer ? Moi, ce qui m'a, entre guillemets, pas sauvé, mais ce qui m'a aidé, c'est que j'étais curieux. Tu vois ? Moi, tu peux demander à PKR ou à mon frère Bobby et tout. Des fois, ils rigolaient. Hey, Fix, tu fais quoi ? Ah, moi, je vais à Paname. Tu vas faire quoi ? Je vais à Giberjeune. Je vais lire des livres, les refs. Je vais me poser dans une bibliothèque. Parce que là, je vais craquer. Je vous le dis la vérité, je vais craquer. À un moment donné, je vais péter un plomb. Et donc, tu vois, toutes ces choses-là, nous, on essaie de les transmettre aux jeunes. Et surtout de dire aux jeunes que y a plusieurs axes pour réussir. Il y a plusieurs axes pour réussir. Il y a plusieurs axes et plusieurs routes aussi. Il y a plusieurs routes, il y a plusieurs chemins. Ouais. Et comme je dis souvent, la vie, c'est comme une maison. Peut-être que dans ta pièce, la lumière, elle n'est pas allumée, mais le problème, c'est peut-être pas l'ampoule que tu as dans tes mains. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que cette ampoule-là, si tu la branches dans une autre pièce, elle va s'allumer pour toi. La seule chose qu'il faut être conscient, c'est que ne sois pas seul. Essaie de t'entourer des bonnes personnes. Ça peut faire gnangnan comme ça, mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'a sauvé. Et comme aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale et tout ça, le plus tôt les jeunes vont trouver leur voie, le plus tôt ils vont trouver un entourage sain, pour moi, ils s'en sortiront. Et arrêtez de se comparer aussi. Parce que ce que vous voyez sur les réseaux, sur les stories, c'est pas toujours la vraie vie, tu vois. Donc, dans toutes ces dynamiques-là, c'est tout ça qui m'a amené à 20 piges à créer Dégaine ton style et à des années plus tard à faire de ce qu'aurait dû être une petite interview, un documentaire. Et ça a toujours été c'est toujours comme ça que j'ai vu les choses. À l'époque, j'avais fait le documentaire Allô Marianne Bobo avec Farid et Almami. Je l'avais réalisé et c'était un documentaire qui parlait dans le collège dans lequel j'avais été sur l'après-Charlie, l'après-hyper-cachère et tout ça, et de parler avec les jeunes, de créer un espace dans lequel leur voix, elle compte. Comment vous vivez tout ça ? Parce que moi, ma génération, quand on était gamin, il n'y avait que 3 chaînes de télé. Donc, on n'était pas tout le temps bourriné avec des chaînes info, puis en plus avec en dessous les sous-titres, les trucs, tu vois, qui créent des situations anxiogènes. Donc, j'avais fait un documentaire sur ça il y a 10 ans, tu vois. Donc, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, le rap, le hip-hop même, je vais aller plus loin, le hip-hop, ça m'a toujours aidé à me construire et à me conscientiser. Mes parents m'ont éduqué, le hip-hop m'a accompagné. J'ai retenu une phrase de toi, parce que tout à l'heure, j'avais pris une phrase du frangin Gros Dash. Le vrai clash, c'est l'ennui, la déshérence, toutes ces choses négatives qu'on nous avait prêtées comme avenir. Exactement. Et franchement, j'étais obligé de la sortir, cette phrase-là, en fait, de ce docu et de te la présenter, parce que moi, je m'attarde sur la fin.
toutes ces choses négatives qu'on nous avait prêtées Comme avenir. comme avenir. Ouais, c'est les clichés. Tu sais, comme disait Angela Davis, les murs, une fois battus, deviennent des ponts. Mais j'ai l'impression que pendant longtemps, notre génération, même si on a fait des bêtises, on a été dans des trucs et tout, mais en grandissant, j'ai l'impression que nous, on a plus tendu la main dans le sens à l'ouverture quelque part, même au dialogue. Et on avait face à nous des gens qui, de toute façon, étaient persuadés qu'on était faits pour être des abrutis, des délinquants, des voleurs, toutes ces choses-là. Et ce qui fait que quand tu casses ces codes-là, c'est ce qu'on appelait au Congo dans les années 60 avec la colonisation, les illuminés, tu vois, les éclairés, tu vois. Non, on n'est pas des éclairés. On est des gens qui vont avoir des moments difficiles dans leur vie, comme on disait tout à l'heure, le tunnel. Encore heureux qu'à 13, 14, 15 ans, on essaie de vivre notre vie et qu'à 25, 30, 35 ans, on n'est plus toujours... On peut rester authentique et toujours en phase avec qui nous sommes, mais on a modifié un peu notre réflexion, on l'a nourri, tu vois. On a pris quand même de la maturité. On a pris de la maturité, bien sûr. Ouais. Mais de 13, 20 ans, 25, 30 ans, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils continuent de nous voir comme les personnes qu'on était plus jeunes ou comme l'idée qu'ils se sont fait de nous-mêmes. Et pourquoi, à ton avis ? Parce que, par exemple, moi, à l'âge que j'ai, je viens dans une interview avec un frère, je sais que ça va être hip-hop dans l'attitude et tout. J'ai mon petit pull à capuche, tu vois. Mais... On t'infantilise tout de suite. Oui, tout de suite. Ouais. Sauf qu'on va pas chercher ce qu'il y a à l'intérieur de mon cerveau, tu vois. On va pas chercher ce qu'il y a à l'intérieur de ton cerveau, au-delà des apparences, tu vois. Donc, à partir de là, si chacun reste cantonné dans ses clichés, il est tranquille, tu vois. Il n'y a pas besoin de discuter, pas besoin de dialoguer, voilà. Et nous, quand on était jeunes, on avait l'impression que la municipalité de l'époque, nous voyait comme des gens qui n'allaient pas évoluer, qui avaient des axes de réflexion très bas, qui se sentaient... des fois, parfois, on avait l'impression qu'ils se sentaient beaucoup plus intelligents que nous, beaucoup plus lettrés, alors que les gars qu'on avait dans notre équipe, Los Monzas et tout, tout le monde n'a pas fait bac plus 15 et tout ça, mais ce qui n'empêche que dans la rue, il y avait des gens hyper smart dans la réflexion. Là, je rebondis sur... là, tu as parlé de la municipalité. Dans quelques semaines, il y a les municipales. Il y a un phénomène qui est très particulier, et qui a subsisté très longtemps, c'est que la politique ne nous était pas réservée. C'est-à-dire qu'on était vraiment en marge de la politique. Et là, de plus en plus de personnes de différentes communautés, maintenant, s'impliquent. Sachant que toi, avec ton frérot PKR, vous avez été dans la politique depuis. Depuis. Vous êtes dans la politique depuis. Ouais. Tout à l'heure, tu disais apolitique, mais pas dépolitisé. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de députés, il y a de plus en plus, là, j'ai vu, dans différentes villes, de candidats, tu vois, issus des minorités, comme ils aiment dire. Toi, comment tu vois ça? Parce que sachant que toi, tu as fait quand même partie des premiers. Je vois toi, Almami, vous avez quand même été dans les premiers à vous afficher et... On a pris des coups. Et à être tête de liste. On a pris des coups à l'époque. Mais déjà, d'un point de vue démographique, parce que là, maintenant, nous, on est là, on est des familles, pour la plupart, des familles nombreuses. Donc forcément, à un moment donné, quand on était gamin, on occupait l'espace social qui nous était attribué, les écoles, le petit club de foot et tout. Mais aujourd'hui, chacun aspire à des choses dans sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens paniquent quand ils nous voient beaucoup dans le métro ou dans les transports en commun ou quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, d'un point de vue démographique, nous sommes là. On existe et chacun prend sa place. Et le fait à sa manière. Il y a 30 ans, 20 ans, on nous assignait à des places. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas tout ça. Donc, quand on était plus jeune, quand avec Almami, PKR et tout ça, on a monté des listes citoyennes et indépendantes, je précise bien. Donc, citoyennes et indépendantes, mais bien entendu, avec nos propres aspirations politiques. À l'époque, c'était pas toujours compris dans nos quartiers. Et c'était vu d'un œil opportuniste par des partis traditionnels. Ils disaient oui, bon, ils sont marrants ces gens-là. De toute façon, on va récupérer 3-4 parce qu'on sait tous qu'ils ont un prix, ces gens-là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut un poste à la mairie, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un appartement, machin et tout. Sauf que voilà, nous, on a continué à rester dans notre authenticité. On a pris des coups, clairement. On a pris des coups, on s'est pas mis en avant, mais on a été mis en avant et tout ça. Mais pourquoi? Pour que 10-15 ans plus tard, ce soit dans la normalité de s'engager en politique. Et le contexte nous rappelle aujourd'hui qu'on a eu raison.
Après, voilà, nous, on avait un cheminement politique. On voulait quand même que tu t'engages pas juste pour t'engager et pour exister, pour avoir la cravate et montrer, oui, je suis une réussite, je suis quelqu'un d'exceptionnel parmi tous ces autochtones. C'est pas ça. C'était un engagement politique et collectif. Et nous, c'était politique et collectif. Ouais. Mais ça me vient aussi parce que quand j'étais plus jeune, j'ai été beaucoup avec les grands frères du MIB. Tu vois, mouvement de l'immigration et des banlieues, des années 80, 90 et tout ça. Et donc, c'est des gens qui ont, si tu veux, qui ont su déjà intellectualiser ma rage. Le rap arrivait à le faire, mais je me limitais. Et c'est vrai qu'en me filant certains bouquins, et en montrant certains exemples, eh ben, j'ai épousé cette cause. Et c'est là où j'en ai parlé à Pécaire et tout ça. Mais c'est vrai que c'est aussi des gens qui ont pris le temps. Ce fameux temps que toi, tu prends pour des jeunes en intervention, que Almami prend aussi, que moi, je continue de prendre et tout. Des fois, tu as 30 jeunes. Tu vas peut-être en toucher qu'un seul. Mais ce jeune-là, son parcours, il va inspirer les autres, tu vois. Et donc, c'était ça, nous, qu'on essayait de faire. C'était déjà qu'on essayait d'être inspirant, parce qu'on savait qu'on avait beaucoup de lacunes, mais on essayait aussi de se former. On essayait de comprendre l'environnement dans lequel on était. On essayait aussi de montrer aux institutions, non pas qu'elles pouvaient se servir de nous, mais qu'on existait. Et ça a fait basculer des villes. Hein. Tu sais, moi, j'ai une phrase qui dit la génération suivante doit être meilleure que la précédente. Toujours. Tu vois, tu parlais d'inspiration. On va finir cet échange riche par un photolangage. Ok. D'accord, donc je donne le principe du photolangage. Il y a des images. Quand tu es arrivé, je t'ai demandé de prendre 3 images, d'accord, que tu vas interpréter à ta manière. Et moi, ce que je t'ai demandé, c'est de me dire ce que tu pouvais dire sur la banlieue d'hier, celle d'aujourd'hui, et qu'est-ce que tu dirais de celle de demain? Comment tu verrais, toi, celle de demain? Ok. Donc, est-ce que tu peux nous montrer les cartes que tu as choisies? Alors, pour la banlieue d'hier, voilà, c'est cette photo-là qui m'a le plus parlé. Parce que je vois la main d'une personne plus âgée qui serre et qui prend la main d'une personne plus jeune. Et donc, ça, pour moi, c'est la transmission. Et moi, je trouve que dans la banlieue d'hier, il y avait... c'était vraiment... même les voyous, ils empêchaient les plus jeunes de faire n'importe quoi. Il n'y avait pas une glorification de leur vécu. Il y avait plutôt, justement, ils étaient clairs. Combien de fois on a eu des grands qui sont venus nous ont dit « Les gars, vous voulez faire un gang, là? Vous voulez faire une bande? Vous savez ce qui va se passer ?» Voilà ce qui va se passer. Et puis moi, j'ai eu une anecdote aussi de fou malade. Plusieurs fois, il m'est arrivé des choses aux Ulysses qui m'ont fait comprendre qu'il y avait des chemins à apprendre. Et notamment un grand que les gens des Ulysses vont connaître, qui m'a un jour... C'était une légende, hein, clairement, en termes de... pas se mentir, en termes de voyoucratie et tout ça. Et moi, je ne l'avais pas beaucoup connu, mais j'en avais tout le temps entendu parler, parce que c'était vraiment un blaze chez nous, comme on dit, un blaze. Et je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. Et le jour où je le vois, j'allais au stade de foot, machin, et il parlait avec une amie à moi. Et donc, moi, j'ai dit bonjour à ma copine, et je l'ai vu. Et il m'a serré la main, il m'a dit « Regarde-moi dans les yeux, petit frère, et tout ça. » J'ai regardé dans les yeux et tout. Et je ne sais pas pourquoi, il m'a regardé, il m'a fait « Toi, t'as une bonne tête, toi. » Il me dit « Tu fais des bails dans la street, tout ça ?» Et je fais « Non, mais tu vois, on a une bande de copains, on traîne, tu vois, on a une bande et tout. » Ok, tu sais, c'est bien les bandes, comme ça, vous ne laissez pas faire et tout. Par contre, moi, j'ai fait tellement de prison, j'ai fait tellement pleurer ma mère, j'ai tellement écœuré mon père et tout ça, je ne veux pas qu'il t'arrive la même. Il me dit « Je sais pas, toi, je te sens bien, je te jure. » Une semaine après, malheureusement, il nous a quittés de manière tragique. Et c'est une anecdote que j'utilise énormément sur le temps qui passe, sur le fait qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et aussi sur la transmission. Ça, c'était nos grands. C'était nos grands. Nous, on savait, dans la rue, il ne fallait pas blaguer avec lui, machin, machin. Il s'est bloqué à moi. Il m'a pris 5 minutes, juste pour me... En gros, c'était une manière de dire, fais pas comme moi, petit frère. Et je te jure, Dieu est grand. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent aux Ulysses. La semaine d'après, malheureusement, il nous a quittés. Donc ça, pour moi, c'est important. Et puis, la photo, elle est en noir et blanc parce que nous, on était d'une époque où il y avait... Je ne vais pas te dire, il y avait moins de communautarisme. Il y en avait, mais on vivait ensemble, malgré tout. C'est-à-dire, d'un point de vue social, on était tous
On était tous dans le même... On regardait moins la couleur. On regardait moins la couleur, on était tous dans le même bouillon, si tu veux. Et on en rigolait. Hein. Après, on était dur en van. Hein. Entre nous, là, je pense qu'aujourd'hui, là, ça passerait pas. Hein. Mais on était là les uns pour les autres. Même si c'était pas facile tous les jours. Voilà pourquoi j'ai aimé cette photo, pour la transmission et pour le fait que ce soit noir et blanc, du coup, on n'arrivera pas à dissocier les origines des gens. C'est pas de dire ça de manière candide, mais c'est d'être réaliste. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. Okay. Mais voilà, ça, c'est le quartier que j'ai connu à l'époque. Okay. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on est passé à l'oseille. L'argent a pris le pas. L'argent a malheureusement divisé beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Des frères qui ont grandi ensemble, qui étaient en primaire, qui ont fait du foot ensemble, machin et tout. Une fois qu'ils sont entrés dans les affaires, pour certains, ça s'est divisé. Et même pour ceux qui font de l'argent de manière propre, je sens une petite pointe d'arrogance sur leur réussite par rapport à ceux qui sont restés un peu dans la marge, on va dire. Nous, il n'y avait pas. Hein. Il y en a un, il rentrait dans une société, il bloquait la porte. Hein. Tout le monde va rentrer, ou en tout cas, il essaie d'être inspirant pour tout le monde. Aujourd'hui, je le sens moins, mais on a quand même de l'argent et de la réussite. On a aussi beaucoup de réussite parce que l'argent, c'est pas que mal. Donc, mais c'est devenu un vrai sujet. Ça l'était beaucoup moins quand on était jeune. C'est vrai. Voilà. Et la dernière? Et la dernière, voilà, une image qui me tient à cœur. Parce que même si c'est pas la seule voie de la réussite, les études, je pense que c'est important et au moins, ça peut nous donner un cadre pendant un moment. Même si on peut remettre en question le fond, mais au moins dans la forme, je sais que ça a pu donner un cadre à pas mal de gens. Et la banlieue de demain, je vois qu'on a de plus en plus de jeunes qui commencent à avoir des tafs à responsabilité, qui réussissent. Encore une fois, j'ai pris cette photo-là, mais c'est plus pour symboliser la réussite que la réussite par les études. Il y a plusieurs moyens de réussir, mais c'est une image souriante et je voulais quitter l'émission avec un sourire et donner de l'espoir à tous nos jeunes qui vont nous regarder. Et même aux gars de notre génération qui pensent que tout est fini, c'est pas fini. On est encore là, les gars. On est encore frais. Continuons d'être inspirants pour ceux qu'on peut, pour ceux qui sont prêts à nous écouter. Et sinon, essayons de le devenir pour ceux qui nous regardent. Fix, merci. Merci à toi, merci à vous d'être venu dans mon émission. Pour moi, tu as été une étoile. Vraiment. Tu vois, comme j'expliquais au départ, avec toute ton équipe, tout ce que vous avez fait, tu vois, comme je te disais, le premier morceau qu'on voyait, le clip qu'on voyait sur Zik, ensuite Dégaine ton style, nous, on passait des après-midi entières à décortiquer les clashs. Et merci, vraiment merci pour merci à vous. Tout ce que tu nous as livré et ne change pas surtout. Merci du fond du cœur. Merci à vous, longue vie à votre émission. Vous êtes important pour la culture, donc bonne continuation les gars. Merci. C'était les Étoiles du Berger. Ciao.